les Amish et bienvenue dans un épisode très particulier de Cinémascope Cameron. Comme vous le savez certainement, la francophonie c'est très important et dans cet épisode-ci j'ai décidé de vous conseiller de 2 films français. Sauf que ce n'est bien entendu pas le cas. Bienvenue dans l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. J'ai intitulé cette émission extraordinaire Critique en cinémascope pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que je suis le masque et que nous ne sommes paradoxalement pas encore en cinémascope. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler de 2 films. 2 films qui certainement vous ont déjà touché. L'un a été diffusé à la télévision et l'autre est actuellement dans les salles, ce qui n'est paradoxalement pas sale. Je vous parlerai donc aujourd'hui de Guardians of the Galaxy et de Deep Breath, le nouvel épisode de Doctor Who, le premier épisode de la 8ème saison de cette fameuse série sortie dès 1968. Si jamais vous voulez voir l'un de ces 2 sujets sans avoir à subir l'autre, vous pouvez le faire en regardant la description de la vidéo. J'aurai certainement mis quelque part un timecode particulièrement rigolo qui vous permettra de toucher à l'un sans avoir à supporter l'autre. Mais maintenant... En tant que fan, disons, en tant que spectateur assidu des productions Marvel, je dois dire que ce film m'a laissé plus de marbre que les autres productions Marvel qui ne m'avaient pas autant laissé de marbre, pour diverses raisons. Premièrement, je ne suis pas aussi familier avec la série Les Gardiens de la Galaxie que je ne le suis avec les personnages issus des incroyables séries dynastiques créées par Jack Kirby et Stan Lee dans les années 60 et tout ça. Il y a certains que je connais bien mieux, mais Fantastic Four que je ne connais, je ne sais pas, moi par exemple, les Runaways, pour donner une idée. C'est aussi une question d'histoire, parce que même tout ça, quand j'étais plus enfant dans les années 80, on trouvait très aisément dans différents types de solderies, de pêle-mêle, des bandes dessinées qui étaient des années 80, 70, 60, et donc vu que c'était aussi cette époque-là, c'était l'époque où Lug et Semic avaient l'habitude de reproduire des trucs qui avaient peut-être bien 20 ans sans vous le dire. Vous aviez donc cette incroyable bijection entre le monde réel et celui que vous lisiez dans les comics qui avait l'air simultanément futuriste mais tout à fait suranné. Donc pour moi les Gardiens de la Galaxie c'est l'équipe de 1967 avec Astro Vance, l'astrologue, non pas astrologue, l'astrophysicien devenu astronome qui était finalement passé dans l'espace et qui était devenu l'homme millénaire, cet homme qui avait survécu au premier voyage cryotemporel et blablabla. Vous savez, il était accompagné d'un mec qui était en cristal, d'un mec qui était super fort parce qu'il était né sur Jupiter, qu'on l'avait retapé, et un mec qui savait siffler et balancer une flèche de manière cheloude dans l'espace, ce qui est d'ailleurs dans le film, ce qui est plutôt touchant. Donc, ce Guardians of the Galaxy commence tout simplement en vous mettant du 10cc dans la gueule et c'est I'm not in love, et ils vous disent que décidément, c'est l'histoire d'un enfant, c'était un type, il avait beaucoup de mal à supporter la mort de sa mère parce que, bouhouhou, radio cliché, sa mère est morte et donc il est emmené dans l'espace après avoir reçu un incroyable cadeau qui se trouve être, il le découvrira à la fin, quelque chose qui a à voir avec son destin. Alors c'est un type, il écoute un Walkman pendant à peu près 30 à 40 ans avec une seule cassette audio de 60 minutes et ça fait toute la bande-son assez foireuse du film. Il s'appelle Peter Quill et il voudrait se faire appeler le Star-Lord. Ce qui est bizarre parce que quand j'avais vu les trailers, je pensais que c'était un film sur Longshot, vous savez, le mutant. Donc ça donne bien sens que je ne sais pas de quoi il est question dans cette partie-là de l'univers. Et donc il va petit à petit, au cours de ces incroyables aventures rocambolesques dans le monde de Mass Effect, découvrir des gens dignes de Star Wars, former une équipe de 5 mercenaires chelous avec une femme verte, un raton laveur, un arbre, et Batista. Vous êtes là, ok d'accord. Et paradoxalement, même si c'est un film de super-héros dans un setting de l'univers de la science-fiction Marvel en tout cas, et donc l'univers outre-espace, disons, de cette galaxie Marvel qui est en train de se construire, on peut se dire que c'est en fait une comédie, et que c'est pas une mauvaise comédie. Alors il est évident que c'est un film de... est-ce que j'ai assez de force dans les yeux? De James Gunn, le réalisateur entre autres des 2 films Scooby-Doo, mais qui avait aussi fait l'extraordinaire scénario de L'Armée des Morts, c'est-à-dire Dawn of the Dead, le remake pour... c'était un film de Zack Snyder, si je m'en souviens, c'était probablement le meilleur film de Zack Snyder, quoique 300 est une bonne approximation du style qu'est Le Survivant, et j'aimerais quelqu'un parle à Zack Snyder qui serait peut-être judicieux qu'il l'arrête
de croire qu'il est capable de faire des films et qu'il se remette à faire du porn pour les gens qui veulent voir des gens super musclés se foutre sur la gueule de manière méga gore, ce serait une bonne idée. Et je dis ça en ayant beaucoup apprécié ce qu'il a fait sur Man of Steel, ce n'est pas une insulte, je pense que le type est doué, et qu'il a besoin de quelqu'un de plus intelligent que lui pour chapeauter la situation, et paradoxalement, Christopher Nolan ne suffira pas, parce qu'il en a un peu rien à foutre, il comprend pas les super-héros, Christopher Nolan, lui, il veut faire son film. Et donc, c'est un film qui, bien entendu, a un scénario de James Gunn, qui est aidé dans tout ça par Nicole Perlman, qui est une excellente scénariste, pour ce que j'en comprends, c'est quelqu'un dont j'ai vu la liste de ce qu'elle a fait sur Wikipédia, je ne suis pas fatigué, mais ça m'avait l'air d'être à chaque fois des films où la meilleure portion, malheureusement, c'est le scénario, et tout le reste a été foiré par d'autres personnes, et c'est aidé dans tout ça par la musique de Tyler Bates, que vous connaissez certainement, parce qu'il a fait la musique de Killzone Shadowfall, le jeu que c'était un Killzone, dans lequel l'ombre tombait, voyez-vous. Et donc, dans tout ceci, vous pourrez voir des magnifiques performances des gens que je vais devoir lire les choses que j'ai notées, parce que c'est assez logique. Chris Pratt, vous savez, c'était le branleur dans Wanted, et d'une certaine manière, je ne sais pas d'où il vient. Les gens me disent, oui, il faut que tu regardes les séries télé dans lesquelles il est drôle, parce qu'il est drôle dans les séries télé dans lesquelles il est drôle, mais si ce film-là était censé être son gros break, je suis pas intéressé par sa carrière du tout, du tout. Ce sera toujours dans ma vie le type qui joue Obi-Wan dans Star Wars Kinect, ce qui n'est pas grave en soi, mais néanmoins, c'est pas particulièrement flatteur pour le type. Fraud. Oh, I'm sorry. Alors, je sais aussi que c'est le genre de gars où on se dit « Oh, mais il a pris 30 kilos, tu pourrais... » de muscles, sous-entendu. « Il a pris 30 kilos, tu pourrais le respecter. » Mais je vois pas en quoi le personnage de Star-Lord est rendu meilleur par le fait que ses muscles sont gros, parce que, admettons-le, c'est pas exactement le genre de type qui va aller se puncher des bases de mecs et aller taper dans la gueule et aller taper dans la gueule. C'est un type qui utilise des petits piou-piou. Donc le fait que ce soit un mec pas drôle, qui se croit super drôle, aurait été renforcé par le fait qu'il était gros ou rachitique. Le fait que ce soit un mec super beau changerait au fait que décidément de nos jours on doit avoir des protagonistes super beaux, du moins dans la plupart des choses, car nous en reparlerons quand nous serons au moment où il faudra parler de Doctor Who. Et certainement je peux vous dire que pour le reste, l'équipe qui est ici réunie, c'est-à-dire Zoé Saldana, qui était Uhura dans la nouvelle série Star Trek, est une magnifique créature verte dans ce film, et c'est très bien, tant mieux. Gamora, soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Le fait de prendre des actrices qui savent faire de la danse classique aide à ce qu'elles savent faire des high kicks et des trucs comme ça, donc le kung fu est cool, et ils ont Vin Diesel dans le rôle de je double quelqu'un, c'est un truc en 3D, ça lui rappelle comment il était le géant d'acier, phrase qui rime, il y a aussi Michael Rooker de Henry, Portrait of the Serial Killer dedans, et c'est très bizarre parce que ça fait du bien. En fait c'est un peu le film de oh c'est mignon, on a donné de l'argent à des gens qu'on aime bien, vous aurez aussi le patron de la série Trauma dans un très très court caméo dans une prison galactique. Il doit se sentir très bien. Ce qui est amusant parce que justement James Gunn, qui est sans doute le frère du badass Billy Gunn, est monté à travers les rangs par la compagnie Trauma. Donc ça fait fun de voir que c'est un type qui est non seulement compétent mais qui sait ce qu'il fait, qui n'est pas un mauvais réalisateur. Ce film est vraiment plutôt bien réalisé, je veux dire. Pour un film jetable à popcorn avec de l'humour débile, c'est un film qui est vraiment bien fait. Mais c'est un film qui manque un tout petit peu de personnalité. C'est-à-dire que quand le film a Peter Serafinovich, tout ça dedans, c'est très cool. Mais quand votre meilleur acteur, c'est Dave Bautista, l'animal, il y a un problème. Je dis ça, c'est pas une insulte. Je pense que... Je sais pas si vous avez vu L'homme au point d'acier du type du Wu-Tang, je crois que c'était RZA, mais je suis pas certain. Il avait essayé de faire... un rôle pour Dave Bautista dans le film, Dave Bautista, et c'était genre le pire acteur de l'histoire de l'humanité, Bautista, donc ça fait au moins plaisir de voir qu'il a décidément appris à jouer un tout petit peu, et il a un rôle qui est un peu plus profond que ce qu'on pourrait s'attendre de la part d'un tueur à gages de la WWE, voyez-vous, c'est un type qui est relativement drôle, qui a un gimmick assez fun dans le sens où il ne comprend pas les métaphores, ce qui est amusant. Et en plus, c'est probablement lui qui a l'histoire avec la plus de capacité de pathos, et il le livre de manière particulièrement efficace. Donc, paradoxalement, c'est un film où je lui donne 2 pouces vers le haut sur le fait que Dave Bautista a enfin appris à jouer quelque chose en jouant quelque chose qui n'est pas l'animal Dave Bautista. Ce qui est très bien. Simultanément, je pense que le scénario est faible, avec l'histoire terrible de « Oh non, on a un MacGuffin cosmique, et si vous aimez pas les histoires à base de « On va aller chercher un objet qui a une puissance phénoménale », attendez-vous pas à autre chose pour les 4 prochains films Marvel, hein, parce qu'il est très très clair que vu qu'ils sont en train, parlons entre Marvelophiles, de s'amener vers une guerre des joyaux de l'infini, avec Adam Warlock, Captain Marvel et tout le tintouin, ouais, je crois qu'on va s'en bouffer un paquet, des trucs avec « Il faut aller chercher l'élément massacre, blablabla ».
Ce qui n'est pas grave en soi, parce que c'est un peu toujours ça dont il est question dans les films Marvel, mais voilà, ça va devenir relativement lassant à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, c'est un film qui fait l'effort de mettre en avant le fait qu'il y a un setting spatio quelque chose dans l'univers Marvel, et c'est assez sympathique. C'est un film relativement drôle, je crois que c'est un film que vous pourriez l'apprécier pour peu que vous cherchiez une comédie pour enfants, pour peu que vous soyez enfant, pour peu que vous ayez moins de 16 ans, pour peu que vous ayez envie de voir Dave Bautista dans un rôle où il est un petit peu meilleur que ce qu'on pourrait espérer, ou peut-être même parce que vous cherchez simplement quelque chose qui vous permette d'éteindre votre cerveau pendant 1h30 et de bouffer du popcorn. C'est un film qui est parfaitement adapté à ce genre de fonction-là. Est-ce que je pense qu'il est meilleur que le deuxième Captain America? Non! Est-ce que je pense qu'il est meilleur que le deuxième Thor? Non! Est-ce que je pense que c'est un bon film en dehors du fait que c'est un film qu'on prendra plaisir à regarder dans le futur? Non! Est-ce que je pense que la musique qui est dedans aide? Non! Est-ce que je pense que si la mère du héros, qui était donc cancéreuse, avait eu meilleur goût au niveau musique avant de clamser, est-ce que ça aurait fait un meilleur film? Oui! Seulement, simplement, disons ceci, si vous avez envie de voir un blockbuster sympathique cet été, vous n'avez pas vraiment eu le choix, c'était ça ou les Tortues Ninja. Or, je n'ai pas encore vu les Tortues Ninja, je vais me réserver un avis, parce qu'on pourrait tout aussi bien voir, par pur accident improbable du monde de la probabilité, un bon film Tortues Ninja réalisé par Michael Bay, mais voilà. Ce n'est pas extraordinaire, mais peut-être, ça pourrait vous intéresser. Si vous aimez la bande dessinée, vous adorerez certainement le film. Je ne suis pas à même d'en juger d'un point de vue de la réalisation de tous ces trucs. Et il y a des petits ratons laveurs, il y a des petits arbres, il y a des petits Batista et tout ça. Voilà. Ça m'a pas particulièrement ému, mais c'est parce que je connais pas ces personnages, je n'ai pas dans l'idée que ah mon dieu, ils ont enfin réussi un personnage de Jack Kirby. Parce que, admettons, il y a un ennemi qui est réalisé par Jack Kirby dans ce film, Ronan l'Accuseur, et il est devenu Dark Vador avec le temps. Ce qui, paradoxalement, pas le personnage qui jouait dans les années 60. Oh! C'est un film avec Karen Gillian, j'ai oublié de vous en parler. Oh! Si on parle des années 60, on parle de Karen Gillian, il faut évidemment parler du nouvel épisode de Doctor Who. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Alors, je sais que la plupart des femmes qui regardent Doctor Who doivent être particulièrement dubitatives en voyant le nouveau docteur Peter Capaldi. Un homme qui, je vous rappelle, a ceci de particulier qu'il avait prédit qu'un jour il serait docteur, comme je vais vous le montrer dans cet extrait-ci. To Indiana Jones. Ah. A bit obvious, maybe. Et oui, il savait. Et il savait aussi qu'il n'aurait pas besoin d'un fez. Donc je vais vous dire ceci. Certainement, ces dernières années, vous avez été gâtés, vous les femmes, par la beauté physique et plastique des nouveaux docteurs. David Tennant, c'était un beau gosse. Enfin, c'est un Pierre Palmade du pauvre, avec un tout petit peu moins de problèmes de dents et de problèmes de pommettes et un nez un peu mieux placé, mais pour un Pierre Palmade, David Tennant était particulièrement sexy. Christopher Eccleston, dans son côté de « je suis un Écossais, je suis fort, je suis beau et je n'en ai rien à foutre de votre gueule », était aussi particulièrement attirant. De même, certaines personnes aiment le physique de Matt Smith, qui ressemblait quand même à un croisement entre un homme de Néandertal et une petite fille, mais tous ces personnages-là ne sont pas particulièrement proches de ce que considérerais-je être l'archétype du docteur. Le docteur, en tant que personnage, n'est pas censé être un mec fleur bleue qui flirte avec la petite demoiselle qu'il a décidé d'emmener pour des raisons évidentes à travers le temps et l'espace dans son terrible TARDIS afin de voyager des endroits où il va se passer des choses et oh non, la caméra tremble et il faut courir et tout ça. Donc, ce que je pense personnellement, c'est que le docteur doit être joué comme un limite aristocrate, limite plus retors et vicieux que la plupart des gens qui l'entourent, qui n'a aucune forme de patience pour les gens stupides, tous ces incroyables primates qu'il doit côtoyer chaque jour, mais fait l'effort de les protéger parce que chaque vie est sacrée, en gros. C'est un personnage qui était joué de cette manière-là, plus particulièrement par Sylvester McCoy, ou même Colin Baker en quelque sorte, c'est-à-dire le 6e et le 7e docteur.
des personnages qui étaient sortis à une époque où la série allait plutôt mal, c'est-à-dire le début des années 80, le milieu des années 80, où décidément la série allant mal, on avait décidé de la repositionner sur ses bases, qui était que c'est une série un peu dark, de science-fiction qui fait peur aux enfants et qui fait plaisir aux adolescents et aux fans attardés qui adorent Doctor Who. Et ici, c'est précisément ce qu'ils sont en train de faire. La série va bien, et Peter Capaldi est le nouveau docteur, et le nouveau docteur, le 12e docteur, est probablement un docteur traditionnel. Il a plus de 40 ans, il a les cheveux blancs, il a des rides, il a un style un tout petit peu désaxé qui fait penser que, il commence comme un personnage relativement comique. Et si vous avez vu Peter Capaldi dans la série The Thick of It, que je vous conseille au passage, qui est une extraordinaire série comique, disons, sur les rouages du pouvoir en Angleterre et la manière dont tout ceci ne fonctionne en fait pas vraiment, parce que les gens qui sont dans le domaine politique en Angleterre sont des carriéristes de carrière et que leur but n'est pas de servir le peuple du tout, mais de continuer leur petite carrière de merde, un truc qu'on peut bien entendu considérer comme l'accusation de base contre tous les gens politiques, mais là c'est la blague. C'est que, oui, c'est l'accusation de base, mais merde, elle est réaliste. Donc si vous connaissez cette série, vous savez certainement que Peter Capaldi sait donner des incroyables soliloques, sait les donner de manière particulièrement efficace, sans équivoque, et que si on lui donne un rôle, il est capable de le faire. C'est un type qui est particulièrement compétent et qui apporte quelque chose d'amusant au Docteur. C'est que ça fait quelques années maintenant, depuis au moins le reboot de 2006, donc depuis 2007, il n'est plus écossais. Or, le Docteur écossais, ça fait sens, car il est un petit peu alien, même pour les Anglais qui sont censés être son public cible. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. Dans l'épisode de la dernière fois qu'on a vu le Docteur, oh mon Dieu, tous les Docteurs, sauf tous ceux qu'on n'avait pas réussi à convaincre de revenir parce que le scénario l'exigeait, étaient de retour, et David Tennant, il était là genre, et tout ci, tout ça, et Matt Smith, il était là genre, et il y avait des choses, il était genre, et il y avait des méchants, il y avait des méchants, il y avait des méchants, et à la fin, on a découvert qu'il y avait un nouveau Docteur, que c'était un Docteur, vous le saviez pas, c'est un Docteur, parce que c'était pas vraiment un Docteur, c'était un Docteur de guerre, que donc il était méchant, et qu'on n'en a rien à foutre, et blablabla. Ils avaient ramené la charmante demoiselle qui jouait Rose à l'époque, et que décidément elle ressemble de plus en plus à un singe avec le temps qui passe, mais que voilà, c'est un singe sexy, on ne va pas dire l'inverse. Elle est actuellement dans Penny Dreadful. Enfin, elle n'est pas actuellement dans Penny Dreadful, elle est dans l'émission Penny Dreadful. Et toujours est-il qu'il s'est passé des choses, et sur Trenzalore, oh mon Dieu, terrible facétie de l'histoire de l'humanité, il a fallu que la petite, comment elle s'appelle encore ? Jenna Coleman dans le rôle de Clara sauve l'histoire même du Docteur en rentrant dans son cerveau avec un mindfuck psychologique traditionnel et que blablabla, nouvelle régénération, ça va être une terrible régénération, il faut m'aider, tout ça. Et on est de retour maintenant à l'époque victorienne avec, vous savez, la femme Triceratops, sa petite amie et le mec qui ressemble à un pouce, le Drax, non pas Drax, merde, comment il s'appelle, Drex, le putain de son tarin, que décidément son tarin est trop bizarre parce qu'il est tout en plastique, et que voilà, il va falloir se battre contre un T-Rex à Londres dans le Londres victorien. Sauf que ce n'est pas évidemment ça dont il est question, c'est un prétexte afin de pouvoir avoir quelque chose de chouette à mettre dans le trailer, que décidément on va le tuer après 5 minutes parce que, vous savez, c'est BBC Pays de Galles et BBC Pays de Galles, l'intégralité de leurs services spéciaux, c'est 4 mecs avec des PC, avec des GeForce Titan dedans, c'est même pas une blague, qui font des effets spéciaux. Donc les effets spéciaux dans Doctor Who, ils coûtent très cher en temps machine, disons ça. Et vu que le temps machine, c'est ce qu'ils n'ont pas, et des gens qui sont compétents vers le 3D, ils en ont très peu, voilà, on n'a qu'un certain nombre de budgets, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais cependant je vous en parle, afin que les gens puissent faire, bien entendu, l'épisode qui va. Et donc l'idée ici, c'est qu'il y a des androïdes qui viennent de l'espace immémoriel, et qui viennent du passé, et que donc décidément, il va y avoir des ennuis, et le nouveau Docteur n'est pas encore pleinement en possession de ses moyens, parce que décidément la régénération est un processus facétieux qui fait que décidément il a l'air d'un vieux, totalement à l'ouest, qui se souvient pas de ce qu'il a fait, mais qui conduit mieux le TARDIS, et qui simultanément a une profonde tristesse d'existence, qui est la marque des grands docteurs. Le Docteur est un personnage tragique, il ne devrait pas tout le temps dire « allons-y » et des choses à la con comme Geronimo, ou tout ça. Au mieux, il pourrait avoir une tagline qui serait par exemple « fantastique ». Ça, c'était celle d'Eccleston, et c'était vrai, parce que c'était genre un mec qui était tout le temps triste, il voyait un truc magnifique, il faisait c'était fantastique. Et ça, c'était pas une mauvaise idée pour un Docteur. Je pense que ce Docteur-ci, malgré le fait que le scénario de cet épisode-ci est assez bateau, mais contient quelques éléments de bravoure, comme... What are you doing? I've got the horrible feeling I'm gonna have to kill you.
I'd appreciate a drink first. I know I would. N'a pas réellement de problème pour le futur. C'est-à-dire que le docteur que vous avez maintenant sera, si les scénarios sont à la hauteur, l'exact docteur qu'on a toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire un docteur sombre, impérieux, certain de ses capacités, qui a du mal à supporter les petits singes avec qui il est obligé de partager ses aventures, mais cependant un mec compétent, un mec droit, et surtout le sommet de sa civilisation. C'est précisément ça dont il est question dans Doctor Who. C'est de quoi est-il question? Il est question d'un homme qui est le sommet de sa civilisation, parce qu'il n'en est pas nécessairement représentatif. Il a décidé de prendre tout l'incroyable héritage de cette planète qui s'appelle Gallifrey, et de l'essaimer aux quatre coins de la galaxie, en essayant de la protéger. Et de certaines manières, on pourrait dire que si les scénarios tiennent, Peter Capaldi a parfaitement tout ce qu'il faut dans le domaine de la capacité de jeu pour être le plus grand docteur de tous les temps. Une chose que je n'aurais jamais pensé de David Tennant, qui était juste un beau gars, malgré le fait que c'était un Pierre Palmade, ou de Matt Smith, qui jouait finalement juste Tennant, mais en inquiétant par moments. Chose qu'ils ont très très vite désamorcée, parce que décidément l'idée d'avoir un gars qui ressemble à une petite fille de Cro-Magnon, que décidément il est inquiétant, voilà. Je pense que Matt Smith a eu l'un des meilleurs épisodes historiques de ces dernières années, c'est-à-dire l'épisode avec Van Gogh, qui était vraiment un très très bel épisode, pas parce qu'il allait se passer quelque chose d'intéressant, mais parce que décidément c'était un épisode où on prenait plaisir à passer du temps avec un simili Van Gogh du pauvre. Est-ce que je pense que Capaldi va arriver à faire mieux? Eh ben, il faut demander à Steven Moffat. C'est la question qui se pose. Steven Moffat est un homme très très irrégulier, c'est le showrunner de la série, on peut dire que décidément, à part avoir fait Blink, et vous savez, le tout parteur avec John Barrowman, où on avait enfin l'introduction du Captain Jack Harkness, un personnage qu'on a d'ailleurs perdu ces dernières années, que si on pouvait avoir Capitaine Jack de retour, ce serait bien les mecs, parce qu'on aime bien, que c'est bien d'avoir John Barrowman dans Arrow, mais c'est pas pareil. Même si là aussi il joue un homme immortel, c'est bizarre. Toujours est-il que c'est un épisode qui n'est pas extraordinaire, mais qui a tous les éléments qu'il faut pour donner l'idée que décidément le type sait ce qu'il fait, que le type sait ce qu'il fait, et qu'avec un peu de chance, décidément, ce sera le plus grand docteur de tous les temps. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à, bien entendu, en parler autour de vous, et peut-être même voir s'il n'y a pas d'autres épisodes qui pourraient vous intéresser, car je suis certain que dans l'offre de cette émission, quelque chose pourrait éventuellement aiguiser vos appétits cinématographiques. A plus.